Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro d'Écho du Palais, cette émission qui parle des questions de justice, mais également des questions liées aux droits de l'homme. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans Écho du Palais. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence des enfants en détention qui se retrouvent à la prison centrale de Makala, mais également dans d'autres milieux de détention à travers la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous allons parler de cette question. Nous avons pensé à aborder la question avec Madame Agnès Kalonji. Madame Agnès Kalonji, elle n'est plus à présenter pour d'autres personnes, mais pour celles qui voudraient bien la connaître, elle est activiste de droits de l'homme et fondatrice de l'association Mounia, qui veut tout simplement dire soleil. Bonjour Madame Agnès. Bonjour Maman Chantal. Vous êtes activiste de droits de l'homme et vous êtes présidente de l'association Mounia. Mounia qui veut dire soleil en Chiluba. D'où je m'habille toujours en jaune, qui reflète, qui donne l'espoir, qui brille et qui rayonne dans les cœurs des gens. Merci beaucoup, Madame Agnès. Merci de nous avoir accordé cette occasion de pouvoir parler un peu de la situation de l'enfant en milieu des détentions en République démocratique du Congo. Mais comme vous le savez, vous et moi, nous sommes au mois de décembre. Nous venions de célébrer, le monde venait de célébrer le 10 décembre dernier, la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous êtes activiste de droits de l'homme. Quelle est la pensée qui vous est passée à l'esprit lorsque nous avons célébré cette journée? Alors déjà, le fait de célébrer, je suis revenue sur tout le parcours qui a été fait, que les gens se mettent d'accord pour dire qu'un être humain a des droits fondamentaux qui ne doivent pas être biaisés, qui ne doivent pas être violés. Donc un être humain dans les droits de l'homme, il a droit à la vie, à la liberté, à l'éducation, et à toutes les choses qui sont inhérentes à l'homme pour que cette personne se sente digne, humaine, de vivre dans cette humanité. Et donc, aujourd'hui, voilà, on est en 2025. Ça fait déjà, ça a été signé en 1945. Voilà. Donc, tout ce parcours, aujourd'hui, en 2000, on est déjà en 2025, pour avancer. Qu'est-ce qui a été fait depuis le temps? Dans certains pays, il y a encore la peine de mort, mais que l'être humain, en tout cas, l'être humain, les droits fondamentaux, dont le droit humain, l'être humain a un droit à la liberté, à la vie. On ne doit pas l'ôter, à la vie, à la liberté, à l'éducation, à être humain. Donc c'est ce qui, moi, ça m'a vraiment touchée au fond. Puisque vous êtes activiste, vous œuvrez dans ce secteur il y a quelques années. C'est vrai que vous êtes basé, vous êtes de la diaspora, ça on doit quand même le souligner. Mais lorsque vous regardez la situation, comment elle se passe au pays par rapport au respect des droits humains que vous avez évoqués, le droit à la vie, à la liberté d'expression, à l'éducation, est-ce qu'au pays de Félix Tshisekedi aujourd'hui, on peut vraiment dire que... on peut se taper quand même la poitrine de dire qu'il y a quand même respect des droits humains? Alors, c'est très sensible, c'est un sujet très sensible et très délicat aujourd'hui de nos jours. Le pays est vaste, on a connu beaucoup de problèmes, de guerre, on a des déplacés, il y a beaucoup. Pour dire que vraiment ça reflète, comme dans la diaspora d'où je viens, où les droits de l'homme sont respectés, le pays est grand, le pays est agressé. Et donc, vraiment en termes de droits de l'homme, les droits de l'homme ne sont pas respectés à cause des problèmes qu'on a apportés, mais qu'on est dans une dynamique où tout le monde veut faire passer ses droits pour que ça devienne vraiment, qu'on devienne nous aussi l'image, la vitrine des respects de droits de l'homme en RDC. D'où l'appel à l'implication impérative des autorités qui, eux, ont cette charge-là de pouvoir faire respecter ces droits humains. Oui, c'est une lourde charge, en effet. Le pays est grand, on a une grande population. Il ne faut pas oublier que le pays aussi est agressé à l'Est et la sensibilisation reste le seul moyen pour faire apporter justement ces droits humains, ces droits de l'homme
au sommet. Et donc, le respect, le travail revient à tout le monde, chacun à son niveau, aussi bien les enfants, la population, les autorités. Ça doit se faire à l'échelle internationale ou nationale. Le pays est grand, les défis sont énormes, mais pas impossibles à réaliser. Ça va nous prendre du temps. Parce que déjà ici à la ville de Kinshasa, on a 4 circonscriptions. Quand on quitte Mongafula pour aller à Tchangou, c'est déjà un voyage. Comment on va sensibiliser toutes ces personnes-là? Mais avec une bonne technique, avec une bonne organisation, voilà, chaque circonscription, des représentants de droits de l'homme pour faire respecter les droits qui doivent être faits dans chaque circonscription et avancer, évoluer. Ça, on parle que de la ville de Kinshasa. Après, il y a les provinces. Le pays est très grand. Ben justement, celui qui doit faire respecter, c'est l'autorité, c'est l'État, parce que lui, il a tous les instruments qu'il faut. Exactement. À vous, activistes, de pouvoir travailler dans la sensibilisation, même si on reproche aussi aux ONG de droits de l'homme de pouvoir n'être que des ONG des mallettes, qui vont chercher juste des financements pour leur survie, pendant que ce pourquoi en fait, leur objet social, ce pourquoi elles ont été créées, ne s'est fait pas comme il se doit. Alors oui, là je vous rejoins sur ce plan-là, mais que Mounia, avec sa particularité, donc comme vous pouvez savoir, Mounia c'est un soleil, ici on n'a pas le logo, mais c'est un soleil avec 16 rayons. Dans les 16 rayons, on est présent dans 6 axes, dans l'éducation, dans la formation, la transformation, l'insertion, la réinsertion et l'environnement. Quand on est d'abord activiste de droits de l'homme et qu'on œuvre pour l'éducation, l'éducation veut dire tout simplement qu'on va éduquer, apporter l'information, sensibiliser les enfants. On a une bibliothèque à Kinshasa qui a plus de 4000 livres où les enfants viennent consulter les livres. C'est un endroit favorable pour sensibiliser des questions de droits de l'homme. Vous avez le droit. Et à cette jeune population qui est vraiment notre socle sur lequel on travaille, parce que voilà, un droit humain dans l'éducation, un enfant a un droit à l'éducation, a droit à la vie, à l'éducation. Mais ça, c'est Mounia. Oui, ça c'est Mounia. Mais vous savez quand même qu'il y a des ONG mallettes ici au Congo. Oui, malheureusement, chacun... Bon, ça aussi, c'est à nos autorités de réguler tout ça. De voir, voilà. Nous, on avance dans notre vision, dans notre objectif. Mounia, c'est ça. On n'est pas une ONG mallette, on ne vient pas seulement donner, distribuer des cahiers, des livres. Non, on est dans la sensibilisation. On éduque, on accompagne, on encourage et on va de l'avant, on sensibilise. On veut du concret. On ne veut plus être là comme dans les ONG de 1980 où on donnait un sac de riz aux gens et partait. Non, on n'est pas dans ça. Et c'est maintenant aussi aux gens dans la sensibilisation, dans l'éducation. Et que nous, on veut être vraiment la vitrine en disant, comme l'association Mounia, on est dans l'éducation, on éduque, on a une bibliothèque où les enfants y vont, on va leur inculquer les grandes valeurs dans cette association. Vous êtes quand même à féliciter parce que lorsque vous investissez dans l'éducation, dans la bibliothèque déjà que vous avez, il y aura une autre qui sera inaugurée. Vous êtes déjà quand même à féliciter parce que on a vu les preuves. C'est pas des choses qu'on raconte, mais c'est quelque chose qui existe. Alors, Madame Kalonji, je voudrais savoir, vous êtes de la diaspora. D'où vous est venue cette pensée de pouvoir vous impliquer dans les questions, dans la défense des personnes vulnérables, des femmes ou enfants? Pourquoi vous auriez pu rester chez vous dans la quiétude, mais vous vous êtes dit, tiens, je dois aller chez moi, je dois aller apporter quelque chose. Pourquoi? Oui, c'est l'appel, bon, je suis chrétienne, c'est l'appel peut-être de Dieu qui a fait que je dois m'occuper des autres. Et c'est parti d'un constat, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est parti d'un constat. Je suis venue en vacances pour des raisons personnelles. J'ai regardé autour de moi, j'ai constaté que les enfants à Mongafula s'ennuyaient. Si à Mongafula les enfants s'ennuient et à Tchangou, ils font quoi? Une bibliothèque, pour moi, c'est rien. Là où j'habite,
Les bibliothèques sont là, les bibliothèques municipales, c'est gratuit, les enfants viennent, même les adultes, ils viennent, vous avez un espace, un ordinateur pour travailler, pour vous concentrer, c'est un environnement calme. Et l'idée est venue de là. On a commencé par une bibliothèque itinérante dehors et on nous a donné la salle, on a commencé, on s'est installé. Mais là, maintenant, on va déménager de là où on était pour un espace plus grand, pour offrir plus de choses, notamment une formation, même en informatique, pour les jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que l'éducation gratuite, c'est bien beau, mais que l'enfant congolais est en retard. Il y a mes propres frères, ils ont fait l'école jusqu'à finir à l'université, ils n'ont jamais eu d'ordinateur portable à leur portée. Et donc le centre Mounia, c'est le centre de formation, ne serait-ce qu'en informatique, pour qu'on avance, qu'on soit aussi ligné dans la même chose, dans une évolution. Voilà. Qu'on puisse saisir des documents dans un ordinateur qui est là à disposition de tout le monde. Voilà, de s'habituer, de savoir faire un tableau Excel, de faire un courrier, quand on vous demande un courrier, d'aller le taper, de le saisir, de l'imprimer à disposition et d'avancer. Et Mounia, c'est aussi son implication dans la transformation des produits qui aident les femmes à pouvoir se prendre en charge. Comment vous arrivez à concilier les tout? En fait, Mounia, c'est un très grand projet. Comme j'ai dit, on est dans 6 axes. On est dans l'éducation, la bibliothèque, on forme les jeunes. On est dans la formation, on les forme voilà, dans tout ça. On est dans la transformation. Là, on arrive dans la transformation des matières premières. C'est parti aussi d'un constat que les fruits se jettent à Matadi Kibala, les fruits, les légumes se jettent parce qu'on ne les conserve pas bien. On peut apporter une plus-value dans les fruits en les transformant. C'est pas compliqué, on fait du savon. Je vais vous envoyer une vidéo où je fabrique des savons à base de beurre de karité et de papaye. Il faut juste faire un mélange, d'où j'ai fait cette activité, une activité génératrice de revenus, former les jeunes filles à fabriquer du savon et à les commercialiser. Donc, on récupère les fruits qui ne sont plus frais, on les transforme, ça nous apporte une plus-value à du savon dont les gens ont besoin. Donc les jeunes filles, elles vont s'autonomiser, elles vont devenir autonomes en fabriquant les savons, en les commercialisant. Et donc on avance, on a gagné quelque chose. Mounia a apporté quelque chose. Parce que sinon, c'est facile de leur apporter du savon, aller faire du commerce. Non, je veux les impliquer. Une activité génératrice de revenus afin qu'elles puissent s'autonomiser, avancer dans la vie. Parce que c'est pas facile. Donc, pouvons dire que depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant au mois de décembre, il y a eu quand même certaines activités de grande envergure qui ont été inscrites à l'actif de Mounia. Oui, en janvier, on est en 2025. Donc en janvier, on a fait une activité avec les enfants pour les sensibiliser justement avec l'environnement, c'est-à-dire savoir l'air, les arbres et tout ça. Ça, c'était à la bibliothèque. Ensuite, on a fait des ateliers de savon, de fabrication de savon à base de beurre de karité. Et donc, pour justement les autonomiser, vous apprenez à faire du savon. Ça, c'était la première phase. Mais malheureusement, il y a eu quelques petits couacs où on n'a pas pu produire à grande échelle pour pouvoir les commercialiser. Mais c'est une procédure qui est en train de se mettre en place. Et il y a eu cette visite à la prison qui a fait qu'on a dû remettre un peu les choses en place, mais pour continuer quand même à avancer dans la réalisation de nos projets. Puisque c'est un fardeau, puisque c'est quelque chose que le Seigneur vous a mis à cœur, la passion pour les femmes, pour les enfants, vous avez visité certains lieux de détention avant justement de revenir par rapport à notre situation à nous, à la RDC, mais vous avez quand même eu à visiter certains lieux de détention en Afrique. Comment vous pouvez nous faire un peu une différence entre comment ça se passe dans d'autres pays et comment ça se passe ici chez nous? Quelle lecture faites-vous de vos différentes visites que vous avez eu à effectuer? Alors, c'était avec beaucoup de tristesse que j'ai visité ici la centrale de Makala et j'étais au Sénégal à la maison d'arrêt
des femmes à Liberté 6. Liberté 6, c'est un quartier où sont détenues. C'est aussi comme une prison centrale, Oui, comme la nôtre, oui, une grande prison voilà, alors. c'est une grande prison. Ok. Donc on les met là en détention avant de les transférer. Quand il y a de très lourdes peines, il y a d'autres prisons Ok. au centre de voilà, parce que voilà, la justice elle évolue. Et donc j'étais à Dakar là-bas. La chose qui m'a séduite, c'est l'administration pénitentiaire fonctionnait. C'est-à-dire je suis arrivée dans l'administration pénitentiaire, j'ai dit bonjour, je suis dans le cadre de mon projet Rayon de soleil, la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables en milieu carcéral. J'avais un don de serviettes hygiéniques à offrir à ces femmes parce que c'est pratique, c'est écologique et on gagne du temps. C'est vraiment pour la précarité menstruelle, elle est difficile à vivre déjà pour les gens qui sont en liberté. À plus forte raison, les gens qui sont en détention. Et donc, je suis arrivée, j'ai fait la demande pour faire le don et l'administration fonctionnait. On est arrivé, bonjour, je suis là, je vais faire le don. On m'a donné une liste de choses à remplir. Et ensuite, on m'a contacté 2 jours après pour me dire, à tel créneau, on va vous recevoir pour faire le don, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'il y ait d'autres personnes qui veulent faire. Et ça s'est très bien passé. Par contre, ici, au Congo, malheureusement... Pourtant, là-bas, il faut dire que tu n'es pas nationaliste là-bas. Tu n'es pas fille du pays. Non. Et les portes t'ont été facilement ouvertes. Non, c'est l'administration qui fonctionne tout simplement. C'est-à-dire, on arrive, on dit bonjour, je suis ça, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème. Et ça s'est fait. Mais ici, malheureusement, ça a été fait, mais c'était très compliqué. Cette absence d'administration. Où il faut voir tel, qu'il faut voir tel, qui doit venir, qui doit vous accompagner. De vous-même, vous ne pouvez pas vous lever. Déjà, il n'y a pas d'administration pénitentiaire. Donc, il faut arriver. Vous n'allez pas arriver à la prison dire « je veux faire un don ». Non, vous arrivez déjà avec le don. C'est le jour où vous avez choisi. Et vous le faites. Voilà, avec tout ce qu'il y a comme... Il n'y a pas de préparation. C'est ça qui m'a peiné. C'est ça qui m'a rendu triste. Justement, amis téléspectateurs, nous avons été à la prison centrale de Makala. Je crois que certaines images peuvent être balancées au même moment que nous sommes en train d'évoquer de cette question. Alors, la Fondation Mounia a été à la prison centrale de Makala cette semaine pour partager un repas de cœur. Pourquoi ? Est-ce que vous avez remarqué que là-bas, ils ne mangent pas, là-bas, ça ne se passe pas? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'on peut dire que, tiens, Mounia vient quand même nous voler nos prérogatives à nous. Pourquoi? Écoutez, ça, c'est avec beaucoup d'émotions. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Ça m'a rendu triste. En septembre 2025, toujours dans le cadre du projet Rayon de soleil, de serviettes hygiéniques réutilisables pour les détenus, je suis allée faire un don. Et à ma grande surprise, j'ai rencontré des enfants dans la prison. Donc, vous dites que vous avez rencontré des enfants à la prison centrale de Makala. C'était en septembre 2025. Ça veut dire que les enfants qui ont été condamnés au même moment, ou soit qui sont en détention au même moment que leurs parents, ou bien certains sont nés là-bas, ou bien comment ils se retrouvent là-bas? La plupart dont j'ai demandé, parce que j'étais surprise et choquée, c'est des enfants qui sont nés en détention, qui sont nés en prison. Waouh! D'autres, 2 ou 3, qui ont été arrêtés pour des raisons, voilà, elles ne sont pas gentilles non plus. Elles ont été arrêtées, elles n'avaient personne à qui confier leurs enfants et on les a embarqués comme ça. Et on les a embarqués à la prison centrale de Makala. Comme ça, les enfants, ces petits anges innocents qui sont en train de purger la peine de leurs parents. Ça, j'ai trouvé ça inhumain. Depuis septembre, on est aujourd'hui en décembre, 3 mois que je ne dors pas la nuit. Mais il faut avouer qu'ils sont là avant septembre. Parce que je les ai trouvés en septembre 2025. Ça veut dire, ce qui veut dire que vous les avez trouvés, ils étaient déjà avec leur maman. Oui. Dans des conditions comme celles que nous avons vues, comme celles que nous voyons sur les images. Je crois, Valdi, tu es en train de balancer ces images-là.
c'est quand même, déjà qu'il y a une promiscuité, déjà qu'il y a une très forte chaleur, il y a des conditions, déjà pour les grandes personnes, c'est quasiment invivable, inhumaine, invivable. Je ne sais pas, dans ces conditions-là, les autorités, comment vous pensez résoudre cette situation? C'est catastrophique. Si déjà, dans les conditions des détentions ne sont pas bonnes, je me dis, psychologiquement pour ces enfants, c'est quelle catégorie d'enfants qu'on va déverser dans la communauté dans 5-10 ans? Madame Agnès, c'est quelle catégorie d'enfants qu'on déversera dans la société? Si ces enfants sortent aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'ils seront toujours, leur santé mentale sera affectée? très affecté. Justement, dans le droit de l'enfant, j'ai relu les textes. La convention relative aux droits de l'enfant. Un enfant a le droit à la liberté, a droit à la vie d'abord, à la vie, à la liberté, a droit à être éduqué, a droit à l'éducation. Mais tout ça ne sont pas respectés. Et quand on demande, mais que font ces enfants ici en prison? Je peux comprendre qu'il y a des enfants mineurs, parce que la prison des mineurs, parce qu'ils ont fait des ils ont commis des infractions. Mais des enfants de moins de 10 ans, des bébés qui sont nés en prison, non, ils n'ont pas leur place. Déjà, leur santé psychique est abîmée, parce qu'ils naissent dans un environnement qui n'est pas le leur, entre quatre murs, dans la proximité, qui dorment à même le sol. Ils ont fait quoi, ces enfants? Et quand j'ai vu, moi je suis partie pour faire un don de serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes qui avaient là-bas. À aucun moment, ailleurs, je n'ai pas vu d'enfant. Ailleurs, quand une maman est enceinte ou qu'elle a un enfant, on lui met un bracelet électronique. Il ne doit pas vivre dans la prison là, dans une résidence ailleurs, mais pas en prison, pas dans un centre pénitentiaire. Est-ce que c'est possible? Parce que vous évoquez le bracelet électronique. Est-ce que nous pouvons aussi instaurer cela? Oui, c'est pas compliqué. Surtout pour cette catégorie des détenus, les femmes par exemple. C'est pas compliqué à réaliser. On loue une maison avec la sécurité, une connexion Internet pour vérifier que ces femmes-là sont bien là, dans une parcelle bien sécurisée. Elles sont ailleurs. Donc, on met le bracelet électronique, elle ne sort pas. Et la police est reliée pour voir les mouvements de la personne. Donc c'est possible. C'est possible. Donc les bracelets électroniques là, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Et pourquoi les autres enfants et nous on le fait pas? Si aujourd'hui on donne à nos enfants des montres connectées, ma fille elle a 9 ans, elle a une montre connectée où j'arrive à la localiser. C'est exactement la même chose. C'est pas plus compliqué. Peut-être que c'est coûteux pour la République. Oui, tout est coûteux. Rien n'est gratuit, mais il y a des sociétés aussi qui peuvent travailler en partenariat avec le gouvernement pour mettre en place ce dispositif pour les enfants. Ça, c'est à Kinshasa. Moi, j'étais à la prison centrale de Makala où j'ai vu 14 enfants. 14. Et des bébés. Des jumeaux. Ils sont de 0 à 7 ans. J'ai joué avec ces enfants-là de 0 à 7 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sortez-les de là, les mamans. Revoyez leur cas. Mais sortez. Moi, mon combat, mon plaidoyer aujourd'hui, c'est de rendre ces enfants libres. Mon souhait, mon rêve, ma prière de tous les soirs depuis septembre 2025 que j'ai vu ces enfants, c'est que je leur ai offert un repas de Noël. Je veux que ça soit le premier et le dernier. Qu'en avril, pour Pâques, ces enfants-là ne soient plus entre les quatre murs. On peut bien faire ça. Qu'ils ne soient plus là. Ils n'ont pas leur place là. Parce qu'on détruit leur psychique, on détruit leur vie. Il y en a de ceux-là qui sont en âge de scolarité. Qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école. Qui ont 6, 7 ans, 8, 7 10 ans. ans. La plus grande, non, elle a 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'est déjà deuxième primaire, troisième primaire. Voilà. Pendant que l'école est gratuite. Oui. Il y a des institutrices, des femmes là-bas qui étaient des institutrices, qui essayent de les encadrer, de leur apprendre des petites chansons, de les encadrer, d'apporter quelque chose. Mais les moyens sont limités. Et même moi, avec ma bibliothèque, j'ai du matériel didactique. Mais je ne veux pas donner à la prison
Parce que ce n'est pas un endroit pour les enfants. On doit sortir les enfants de là, leur offrir un environnement meilleur pour leur développement et leur épanouissement. Ce n'est pas les livres didactiques qui me manquent. Ce n'est pas les moyens qui me manquent pour qu'on équipe. Si on équipe une crèche là-bas, une école, c'est encourager qu'on amène encore les enfants là-bas. Non. Dans mon plaidoyer, c'est qu'on sorte les enfants. Plus jamais aucun enfant ne doit être dans une prison. Ce n'est pas leur place. Qui dorment à même le sol. Qui dorment à même le sol. Et déjà que leur santé aussi est fragile. Est fragile, mais pas seulement fragile, mais aller voir seulement ce qui ne sont pas bien nourris. Non. Parce qu'il y en a de certains qu'on a vus là-bas, les images sont choquantes. Sincèrement, j'ai été là-bas, c'est choquant. C'est choquant de voir que vous avez des enfants qui ont des cheveux presque en train de partir parce que ça, c'est causé par la malnutrition. Et je crois que ça devrait être une priorité pour le numéro 1 de la justice qui devrait vraiment s'intéresser. Vous voulez des projets, vous voulez faire quelque chose, vous voulez marquer le passage à la tête des ministères. Voilà les actions qu'il faut poser pour le bien de ces enfants-là. Je ne vois pas pourquoi ils doivent rester là sans rien faire, passer tout le temps avec des bruits qui aillent, des insultes. Donc, on ne maîtrise rien en prison. Déjà que nous avons fait 30 minutes ou 40 minutes, mais c'était déjà invivable. Mais eux, ils doivent y rester des jours de nuit, jour et nuit, jour et nuit, et autant. Ça, c'est le plaidoyer que j'ai déposé hier, c'est qu'on sorte les enfants. Parce qu'il y a bien un ministre, il y a des députés, ça doit être leur priorité. Ça doit être, parce que moi, je ne suis rien, je ne suis qu'une citoyenne, une activiste. Moi, je ne peux pas écrire une ordonnance. Si moi, ça me choque, et vous, nos responsables, vous trouvez ça normal? Mais est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas prendre une loi, une ordonnance, oui, une ordonnance seulement, qui interdirait, par exemple, la détention des femmes enceintes ou à terme, ou des femmes enceintes ou ayant des enfants, que ces femmes ne puissent pas se retrouver là-bas. Comme ça, nul n'est censé ignorer la loi, chacun va se soumettre à l'autorité de la loi. Exactement. On travaille, vous avez dit, il y a plein de ONG, on travaille aussi en partenariat avec des ONG qui ont des orphelinats. Parce que les jeunes femmes, quand on les arrête, qu'elles sont enceintes ou qu'elles ont des enfants à bas âge, qu'elles ne peuvent pas les confier parce que, voilà, on la prend, on l'amène. On confie l'enfant à un orphelinat en attendant que la maman purge sa peine ou qu'on recherche sa famille pour lui confier. Je ne suis pas là à défendre les criminels, je ne suis pas là pour défendre les personnes qui enfreignent la loi, mais moi, c'est la présence des enfants là-bas qui me dérange. C'est juste ça, la présence des enfants. On n'a pas amené les enfants là-bas. Et vous proposez la création des centres spécifiques? Il y en a déjà. Il y a des centres d'accueil, il y a des orphelinats, il y a tout ça. C'est pour un temps déterminé. On ne va pas mettre en adoption ces enfants. On va juste les éviter de passer du temps dans la prison. On les met dans un foyer. Il y a des religieuses, il y a des foyers, des orphelinats, il y a des maisons d'accueil. On les met là en attendant de trouver, qu'ils aient une vie normale, en attendant que leurs parents, qui sont irresponsables, qui ont commis des crimes, pour les récupérer après. On doit sauver ces enfants parce que leur morale est déjà affectée. Et ils se retrouvent des petits enfants innocents à payer de purger des peines qui ne sont pas... À payer le prix de leurs parents. Dire que nous, en tant que parents, on doit protéger les enfants. Un avenir de demain, l'avenir de demain de ces enfants-là. On fabrique quoi de ces enfants? Des futurs criminels? Ils ont déjà purgé la peine de leurs parents criminels. Déjà qu'ils trouvent ce monde-là normal. Naturel. Il y avait un bébé qu'on a vu là qui était toute joyeuse. C'est Tata, tout le monde, c'était le bébé qui comprend comme ça, toute gentille, c'est pas le bébé qui est... Non, elle a ses tantes, ses tatas là-bas dans la prison, qui ne connaissent que ça. Donc comme pour dire que demain ou après-demain, cet enfant-là pourra dire, bon tiens, j'ai été en prison, je trouve ça ne me fait pas peur, oui, je ne pourrais pas... retourner. Oui, je connais déjà, j'ai mes tatas là-bas. Non.
Il y a juste une ordonnance qui peut être signée. À défaut de voter une loi, il y a une ordonnance, vous pouvez faire une ordonnance mise en exécution maintenant pour janvier 2026. Plus jamais on arrête une maman qui a des enfants. Les enfants ne doivent pas naître dans la prison. On les sort. On les sort. Et donc je suis arrivée en septembre 2025 pour le don et c'est là où j'ai vu les enfants. J'ai été choquée, j'ai dit d'accord. J'ai promis à ces enfants, j'ai dit je vais revenir pour Noël, vous offrir un repas de Noël. Et je suis là, j'ai offert ce repas de Noël. Ça a été facile? Il y a eu beaucoup d'émotions. Mais non, déjà par rapport à l'administration. Par rapport à l'administration, ma partenaire Cofinpri, Véleda Ntiassa, que je remercie, elle s'est occupée de l'administration parce que, bon, elle connaît, elle a l'habitude et c'est elle qui s'est occupée de tout. Mais ce n'était pas facile non plus. Ça coulait pas de source comme l'administration. On a peur qu'on est en train d'apporter la nourriture pour les enfants. Ce n'est pas une nourriture infectée. Ce n'est pas des histoires qui peuvent avoir une incidence négative sur la santé des enfants. C'est peut-être par mesure de sécurité. Oui, ce que vous appelez peut-être ce qui vous complique ou tout ce qui vous fâche un tout petit peu, peut-être que c'est pris dans le lot de mesures de sécurité. Oui, je peux comprendre qu'il y ait des mesures de sécurité, mais on ne peut pas empêcher aux gens de venir parce que les gens déjà qui sont en détention, leur famille leur apporte à manger. Et moi-même, en tant que mère, j'ai des enfants. Pourquoi je vais faire du mal aux enfants qui sont là-bas? Pourquoi? Quel intérêt j'ai? Je suis maman. Le fait de voir ces enfants dormir par terre, ça m'a fait mal. J'ai juste voulu apporter un moment de chaleur, un moment de joie. Et nous avons vu, il y a eu quand même un sourire sur les lèvres. Ils ont chanté, ils étaient contents, joyeux Noël et tout. Avec tout ce qu'il y a eu, les chapeaux, comme voilà. On a redonné, vous avez redonné quand même du sourire, bien qu'étant dans un milieu toxique, en tout cas pour leur vie. On doit appeler le chat par son nom, c'est un lieu toxique. Il va falloir vraiment que des choses soient faites pour les sortir de là. Peut-être qu'un appel aussi au chef de l'État, parce que bientôt là, je crois que c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Il va certainement faire quelque chose pour ceux qui attendent. En fait, la grâce présidentielle pour Noël. En tout cas, si on prend le temps de libérer des jeunes garçons, des Koulouna, qu'on les libère, il n'y a jamais eu de grâce présidentielle pour des enfants, des femmes. Oui, parce que déjà, ces enfants n'ont pas leur place là. Les enfants n'ont pas leur place là-bas. Qu'on les sorte. Il y a des endroits, il y a des gens qui peuvent prendre en charge ces gens-là. Nous, en tant qu'association Mounia, on a le réseau. On peut les prendre en charge. Mais ils n'ont pas leur place là-bas. C'est ça mon appel en tant que mère, en tant qu'enfant digne du pays. Et ça sonne. On doit sortir ces enfants de là-bas. Ça ne fait pas de nous un État. Nous sommes signataires de plusieurs instruments juridiques au niveau international. Et à chaque fois, nous sommes à Genève pour aller défendre, présenter des rapports. Mais en fait, c'est quoi qu'on présente en fait? Parce qu'en réalité, il y a autre chose. Dans notre hymne national, vous qui chantez Debout Congolais, il y a un paragraphe qui donne l'espoir aux enfants qui sont le pilier de notre nation. Et ce sont les mêmes enfants congolais qui dorment en prison? Non. Non. Je suis trop... Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il fallait faire ça. Il fallait donner le repas pour que ça puisse résonner, partir, faire autre chose. Ces enfants n'ont pas leur place là. Ils n'ont pas leur place. On n'a pas à aménager une crèche pour que les détenus... Mais peut-être qu'en attendant, Madame Agnès... Non. Mais ce n'est pas que cela va se faire. Peut-être qu'en attendant, on peut apporter des palliatifs pour que ces enfants-là, dont vous êtes catégorique, non, parce que ce genre de choses, si on apporte ce genre de choses, ça deviendra une habitude. On va trouver que c'est normal. Agnès Mounia a apporté des livres, une autre ONG va apporter aussi des cahiers, l'autre ONG va apporter des sacs.
on ne va pas se concentrer sur la libération des enfants. Mais il y a quand même d'autres qui pensent que on peut encadrer les enfants. Bon, là, je parle du côté de prisonniers. On peut les encadrer, ceux qui sont en âge de scolarité, bien sûr, on les encadre. Il y en a même de ceux-là, sous d'autres cieux, il y en a même de ceux-là qui obtiennent même des diplômes d'État en milieu de détention. Oui, ça c'est à un certain âge. Mais un bébé de 3 mois, tu vas le priver de sa liberté au nom de quoi? Non? Donc, Mounia propose la création, ou soit l'affectation ou le transfèrement de ces détenus dans d'autres milieux autres, en tout cas dans des milieux autres que la prison centrale de Makala. Si c'est déjà ça le cas à Kinshasa, on se demande comment ça se passe dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays. Donc, il y a Cofimprix avec qui on est en partenariat, qui a une antenne à Boma, Matadi, et puis à l'Est, je crois, Kolwezi, je crois, Tanganyika, un des deux que je ne maîtrise pas bien. Il y a aussi des enfants, des femmes et des enfants. En milieu de détention. Oui. Donc apparemment, ça n'émeut personne. Que c'est normal. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit casser maintenant. C'est quelque chose qu'on doit casser maintenant. Je peux comprendre que nos autorités peut-être n'étaient pas au courant, ne sont pas au courant. Ça, on peut encore leur excuser. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant que vous êtes au courant, maintenant que j'ai vu, je ne vais pas me taire. Maintenant que j'ai vu, il faut faire les choses qu'il faut. Pourtant, à chaque nomination, il y a des ministres qui font de tour et de tour pour aller se rendre compte de la réalité. Mais dans tout ça là, on se demande, on attend quoi? Eux, ils ont trouvé ça normal. Ils ont trouvé ça normal qu'il y ait des enfants là-bas. Ou on leur a caché la présence des enfants. Peut-être. Oui, si on vous a caché, c'est ce que je dis, ça peut arriver. Mais maintenant que nous, on a vu, je ne vous ai pas raconté, vous y étiez, on a vu. 14 enfants. Et des bébés qui venaient de naître, qui ont 2 semaines. Des jumeaux. Dans les conditions vraiment carcérales. Déjà pour un adulte, c'est difficile. Donc, dans le kit qu'il y a eu, le repas que j'avais promis, il y avait des matelas. Et je me suis assurée que le repas qui a été confectionné, parce que, voilà, comme vous dites, pour des raisons de sécurité, peut-être ils ne voulaient pas. Mais pour moi, c'était plus facile d'offrir ce repas, de rester avec eux, de manger avec eux, d'être sûr qu'ils ont vraiment mangé. Voilà, il n'y avait rien de mal dedans. On a testé, mon équipe en a mangé, on a distribué. À la fin, il y avait aussi des lots, des produits frais qu'on n'avait pas préparés que pour les mamans. Je me suis assurée que chaque maman... J'ai vu, il y avait des chaises pour les enfants aussi. Oui. Que chaque maman prenne son matelas, aille avec en détention, dans sa cellule. Oui. Encore faut-il qu'il faut aussi visiter un peu cette cellule-là pour avoir un peu une idée de comment est-ce que ça se passe là-bas. Oui. Parce qu'entendre les témoignages, je suis restée pendant quelques minutes, c'est affreux. Ça fait froid. Et c'est vraiment, on ne peut pas le souhaiter à quelqu'un d'autre. Il va falloir vraiment que le gouvernement fasse quelque chose. Madame Agnès, nous sommes en train de chuter. C'est vrai que vous avez été touchée, fortement touchée, j'ai vu. Hein, vous avez été fortement touchée par rapport à ce qui s'est passé. Mais en tant que maire, en tant qu'activiste, ce n'est pas une dernière quand même que vous puissiez passer par là. Même si rien ne sera pas fait, peut-être qu'à votre demande, si on ne fait rien, est-ce que vous allez abandonner votre combat? Non, le combat, il est grand. Hein, je veux dire, ça, c'est juste une petite étape. J'étais venue en milieu carcéral pour faire un don de serviettes hygiéniques. J'ai trouvé des enfants. Et le fait de trouver des enfants, ça m'a choquée. J'ai offert ce repas. Mon combat maintenant est de sortir les enfants. Une fois que les enfants vont sortir, je vais continuer dans mon projet, dans la réinsertion. Parce que les femmes qui sont là, c'est une main-d'œuvre, un potentiel, un capital potentiel dont on a besoin. Dans le cadre de Mounia, dans la transformation des matières premières, de faire des savons, de transformer la tomate en purée, tout ça, transformer la patate douce en farine pour la commercialiser et tout, on a besoin des gens. Et ces femmes qui ont été
incarcérées, une fois qu'elles ont fini de purger leur peine, déjà que ce n'est pas facile vis-à-vis de la société, elles sont mal vues, stigmatisées, de leur offrir une formation avec des activités génératrices de revenus pour leur donner un second souffle, une seconde chance dans la vie pour avancer et continuer. Une maman, par exemple, qui a un enfant qui était en détention, une fois qu'elle sort, elle n'a pas de famille, elle n'a rien. Le centre Mounia va la former, lui donner une seconde chance, la former, apprendre à faire du savon, et puis à la fin de cette formation, avoir un petit revenu pour partir. C'est ça, Mounia, pour partir, pour devenir autonome, indépendante et partir. Pour que demain ou après-demain, qu'elle ne soit plus tentée de retomber, parce que c'est aussi la misère qui fait que voilà, les jeunes filles se retrouvent à se prostituer, se retrouvent dans des bagarres, à se retrouver. Quand on n'est pas occupé, quand on n'est pas occupé, oui. La plupart qui sont là, c'est qu'elles ont frappé, elles ont blessé, elles se sont retrouvées dans des réseaux. Pas trop bien. Oui. Et tout ça, là, c'est le résultat du chômage. Voilà, tu es formé. Les gens ne sont pas occupés. Voilà, tu es formé, on te forme, tu sais vendre ton produit, tu sais devenir autonome. Tu ne vas plus revenir après, maman Agnès, donne-moi $100, maman Agnès, donne-moi $200. Non, tu es formé, on te donne un petit fonds. Avec ton enfant, tu prends, tu vas louer un endroit, tu vends, tu fais ton petit commerce. Génératrice de revenus. Et tu deviens utile dans la société. Dans la société. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonne fête, joyeux Noël. Que 2026 soit une année de réussite pour tout le monde et de belles choses. Je sais que l'État, même si a beaucoup de choses à faire, va penser à nous trouver une solution. Merci beaucoup, Madame Agnès Kalonji. Merci beaucoup pour tout ce plaidoyer, en tout cas très riche. Je pense que ceux qui vont nous suivre devraient vraiment en tirer les leçons parce que ce n'est pas à son bénéfice à elle. Je crois que c'est pour les enfants pour qui vous vous défendez nuit et jour, vous, les autorités qui êtes en train de nous diriger. Quelle catégorie d'enfants voudriez-vous avoir dans 5-10 ans? Je crois que tout doit s'écrire aujourd'hui et de la plus belle manière. Mesdames et messieurs, je recevais pour vous Madame Agnès Kalonji, qui est activiste des droits de l'homme de la diaspora congolaise, mais aussi présidente de l'association Mounia, celle qui plaide pour qu'on ne retrouve plus jamais des femmes et des bébés ou des enfants au pavillon 9 de la prison centrale de Makala et même dans d'autres maisons carcérales à travers la République parce qu'il en va de l'honneur, de l'image, de la belle image que nous voulons bien vendre sur l'échiquier international puisque nous nous disons République démocratique du Congo où le respect des droits humains sont bel et bien effectifs. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre attention. Merci à Baldi qui a été derrière la caméra. Et nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro, certainement en 2026 par la grâce de Dieu. Et dans l'entretemps, je vous présente tous mes voeux les meilleurs pour 2026. Que Dieu bénisse cette année, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et surtout tous les téléspectateurs de la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Au revoir.